Bonjour, aujourd'hui on va vous parler du syndrome de Guillain-Barré. C'est un syndrome qu'on va rencontrer dans notre pratique. Puis la présentation est faite par Madeleine, Florence, Élise et Catherine. Le syndrome de Guillain-Barré est une maladie auto-immune causée par l'activation démesurée du système immunitaire. C'est une atteinte neurologique qui touche davantage les nerfs périphériques et leurs racines. La paralysie se développe en quelques jours ou semaines pour ensuite atteindre un plateau. La progression varie et atteint un niveau maximal de sévérité généralement entre 2 à 4 semaines suivant cette activation et peut se prolonger jusqu'à 6 semaines après le déclenchement. Il importe donc de faire le diagnostic le plus tôt possible. Les personnes atteintes de cette maladie récupèrent certaines ou l'ensemble de leurs fonctions dans les semaines ou les mois suivant la sévérité maximale des symptômes. Cette maladie, qui peut affecter les personnes de tous âges, affecte généralement plus les hommes que les femmes. De plus, son apparition augmente en fonction de l'âge. Dans la majorité des cas, ce syndrome est réversible. Il existe trois sous-types de catégories, soit AIDP, AMAN et AMSAN. La sous-catégorie AIDP est plus fréquente en Europe et en Amérique du Nord, alors que la sous-catégorie AMAN est principalement retrouvée en Asie de l'Est. Également, une condition associée au syndrome de Guillain-Barré se nomme le syndrome Miller-Fisher. Celui-ci est intimement lié au syndrome de Guillain-Barré et est notamment inclus dans le spectre de cette maladie. Plusieurs symptômes caractérisent ce syndrome. Les symptômes varient grandement d'une personne à l'autre. L'évolution de la maladie se caractérise par la phase aiguë, la phase stable et la phase de rémission. Parmi les symptômes qui apparaissent rapidement et fréquemment, on retrouve les paresthésies, les engourdissements, la douleur et une faiblesse musculaire qui apparaît de façon bilatérale, symétrique et qui est ascendante. De façon générale, on observe des problèmes touchant les extrémités inférieures en premier. Des picotements peuvent également être présents. On retrouve aussi des atteintes du nerf crânial dans 50 à 70 des cas, de l'ataxie ainsi qu'une diminution des réflexes des tendons. Dans des cas plus graves, soit de 20 à 30 des cas, des difficultés respiratoires peuvent être éprouvées. La dysautonomie, observée dans 15 des cas, comprend entre autres des problèmes de rétention urinaire. Également, les symptômes varient en fonction des différents sous-types. En effet, le type AIDP est une forme associée à une perte sensorimotrice. Une perte sensorielle variant entre les personnes se produit et les sensations profondes sont souvent plus affectées que les sensations en surface. Une perte de la présence de réflexes des tendons est également retrouvée. Une douleur, principalement au niveau des hanches, des cuisses et du dos, est présente. Les personnes atteintes de ce sous-type peuvent également présenter une variation du rythme cardiaque et de la pression sanguine. Le sous-type AMAN est associé à une perte motrice et peut donc engendrer, par exemple, une hyperréflexie. De plus, le sous-type AMSAN présente des symptômes similaires au AMAN, mais le temps de rétablissement est plus long et la maladie est souvent très sévère. Le diagnostic se fait généralement par deux types d'analyses. La première est l'électromyographie, qui évalue l'intégrité des nerfs et des muscles, et la deuxième est la ponction lombaire, afin d'évaluer la composition du liquide céphalorachidien. Les deux analyses accompagnent le tableau clinique afin d'aider à déterminer le sous-type. De plus, des précisions peuvent être apportées en identifiant les anticorps afin de connaître la source d'infection. Pour les cas atypiques, le tableau clinique est particulièrement utile car tous les biomarqueurs pour ce syndrome n'ont pas été identifiés. En ce qui a trait aux causes, la cause précise du syndrome de Guillain-Barré demeure à ce jour inconnue. Toutefois, on observe principalement chez les patients atteints une démyélinisation axonale périphérique d'origine auto-immune. Le corps vient à produire des anticorps qui s'attaquent aux protéines des axones, causant différents symptômes mentionnés plus tôt. Tout dépendant du sous-type, l'atteinte de neurones est différente. Par exemple, dans le sous-type AIDP, des anticorps viennent attaquer la cellule de Schwann sur l'axone, soit la cellule qui compose la myéline. Dans le sous-type AMAN, les anticorps attaquent directement l'axone au niveau du nœud de Ranvier. Ces deux types différents d'atteinte de l'axone auront des répercussions fonctionnelles différentes.
En effet, tel qu'on peut le voir dans l'image du centre, lorsque les anticorps attaquent directement l'axone, comme c'est le cas dans le sous-type axonal Hamann, la fibre musculaire se retrouve non innervée, entraînant une perte motrice. Ces conséquences sont souvent les plus graves. Dans les sous-types les plus fréquents à IDP, tels qu'illustrés dans l'image de gauche, comme la fibre musculaire demeure innervée, les pertes sont essentiellement sensorimotrices. Selon les connaissances actuelles, la variable incriminante au retour du soi contre le soi serait la présence d'une infection quelques jours ou quelques semaines avant l'apparition des symptômes. Les bactéries peuvent être issues d'un simple rhume en passant par des troubles gastriques et respiratoires. La principale bactérie concernée serait la Campylobacter jejuni, associée principalement au sous-type Hamann. On la retrouve souvent dans les aliments qui manquent de cuisson, par exemple le poulet. D'autres bactéries sont associées au syndrome, notamment les cytomégalovirus, le Epstein-Barr virus associé à la mononucléose et le Mycoplasma pneumonia. On remarque aussi, quoique dans des proportions moins importantes, l'incidence du virus influenza sur l'apparition du syndrome de Guillain-Barré. Ainsi, la vaccination demeure un facteur de risque dans l'apparition de cette maladie auto-immune, soit environ 1 cas sur 1 million. Il n'en demeure pas moins que les professionnels de la santé suggèrent la vaccination comme un moyen de prévention important. En effet, les vaccins ont un pouvoir plus important de prévenir l'apparition du syndrome que de le provoquer, car ils limitent les chances de contracter une infection. Finalement, certains médicaments comme la streptinokinase, le danazol, le captopril, de même que certaines pathologies infectieuses systémiques comme le VIH, le lupus ou la présence d'un lymphome rendent les gens plus à risque de développer la maladie. Le traitement constitue principalement l'hospitalisation pour prévenir les complications et ainsi intervenir plus rapidement. Cette hospitalisation est donc longue et se poursuit durant la phase aiguë de la maladie. Il n'y a aucune cure pour ce syndrome, mais 2 traitements ont prouvé leur efficacité à accélérer le processus de rétablissement. Il s'agit de l'immunoglobine intraveineuse, qui est un processus où les anticorps d'un donneur de sang sont injectés. Cette thérapie neutralise donc les anticorps spécifiques et diminue l'inflammation. Il y a aussi le traitement de plasmaphérèse. C'est un processus de filtration du plasma sanguin pour enlever les anticorps circulants qui sont responsables d'attaquer les cellules de Schwann. Bien sûr, le traitement inclut aussi la gestion de la douleur et la prévention des caillots dus à l'alitement prolongé. Il a été prouvé que, contrairement aux maladies inflammatoires et auto-immunes, les corticostéroïdes n'aident pas à l'accélération du rétablissement. De plus, la combinaison des 2 traitements n'a pas démontré des meilleurs résultats. L'utilisation d'un traitement plutôt que l'autre non plus. Lorsqu'on parle du pronostic du syndrome de Guillain-Barré, cela varie beaucoup, notamment selon la sévérité de la maladie. Dans la majorité des cas, environ 85% des patients, il y a une bonne récupération des capacités fonctionnelles. Toutefois, plus de 10% des patients conservent des incapacités. Il y a aussi des risques de décès, soit environ 5 à 10%, dus à des arrêts cardiaques ou à des complications liées à une tentative de réanimation. Plusieurs facteurs peuvent prévoir un bon ou un mauvais pronostic. Les principaux facteurs défavorisant un bon rétablissement, retrouvés dans plusieurs recherches, sont l'âge avancé, plus de 50 ans, des antécédents gastro-intestinaux, notamment une diarrhée, l'insuffisance respiratoire, une fonction nerveuse périphérique anormale, une présentation sévère du syndrome au début de l'hospitalisation, ainsi que des fonctions motrices diminuées. Une échelle a été mise en place afin de prédire un bon ou un mauvais pronostic de la maladie chez le patient. Cette échelle se nomme la Guillain-Barré Syndrome Disability Scale et grade les incapacités retrouvées chez le patient de 0 à 6, où 0 signifie que le patient est en santé et 6 le décès du patient. Un résultat de 3 ou plus sur cette échelle prédit un mauvais rétablissement chez le patient, vu une symptomatologie sévère. Lorsqu'on parle des déficits résiduels issus du syndrome de Guillain-Barré, les plus communs sont une diminution de force musculaire, une diminution sensorielle, notamment la sensation tactile des pieds et des mains, une grande fatigue ainsi que de la douleur. Ce syndrome a de grands impacts chez le patient, mais aussi sur sa famille ainsi que ses proches. Les séquelles ne sont pas que physiques. Nous pouvons penser aux impacts psychologiques, financiers, familiaux, sociaux, professionnels, etc. Une réorientation professionnelle sera parfois nécessaire. Il faudra alors des adaptations afin que le patient puisse reprendre le plus possible ses occupations de la vie quotidienne. Des activités de loisirs ou de sport peuvent être progressivement reprises si les déficits résiduels ne sont pas trop limitatifs.
La réadaptation, c'est une sphère super importante dans le traitement puis dans l'amélioration de la qualité de vie chez les personnes qui sont atteintes du syndrome. Tout dépendant des symptômes, le rôle de l'ergothérapeute peut passer de l'enseignement de techniques de préservation de l'énergie en lien avec la fatigue résiduelle jusqu'à la restauration des fonctions motrices via l'accomplissement de tâches fonctionnelles. Notre rôle consiste aussi à maximiser l'autonomie de la personne en adaptant son environnement et en proposant des aides techniques et ambulatoires appropriées. Des précisions additionnelles vous sont accessibles dans le tableau qui est présenté sur la diapositive. Pour conclure, afin de faire un parallèle avec l'actualité, un virus qui est présentement dans la mire des chercheurs est le virus Zika. En effet, on note des incidences significatives de cas répertoriés suite à la contraction de ce virus ailleurs dans le monde. Ainsi, on peut comprendre que l'apparition du syndrome ne se résume pas à des facteurs statiques. Les types d'infections sont en constante évolution. Il nous paraît donc important comme professionnels de la santé d'être sensibilisés à cette réalité dans notre compréhension de cette pathologie du système nerveux.